Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Les Républicains ont un nouveau patron. Christian Jacob a été élu hier soir avec plus de 62% des voix. Nous reviendrons sur ce sujet avec le sénateur Les Républicains Alain Joyandet. Et puis nous parlerons également avec lui de la polémique déclenchée par un élu du Rassemblement national au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il protestait contre la présence d'une femme voilée. Alain Joyandet était présent, il nous racontera. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Il nous dévoilera sa stratégie nationale de protection de l'enfance. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis vous le savez, toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre. Cette semaine, à l'occasion du Congrès des départements de France, nous serons en Saône-et-Loire pour parler des problématiques qui concernent les départements, les 80 km/h, les mineurs isolés ou encore la lutte contre les déserts médicaux. Et puis enfin, le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous irons à Rouen avec nos partenaires de Paris-Normandie. Le comité pour la transparence a été installé. Quelles sont les dernières informations sur place? On fera le point. Mais avant cela, un résumé de l'actualité de ce lundi 14 octobre. Emmanuel Macron a réuni hier soir un conseil de défense pour faire le point sur la situation en Syrie après l'attaque turque. La France accentuera ses efforts diplomatiques pour obtenir la cessation immédiate de l'attaque en cours, a-t-il dit. La France qui se dit inquiète après la fuite de plusieurs centaines de proches de membres de Daesh. Jean-Yves Le Drian sera auditionné demain matin au Sénat sur cette offensive turque et ses conséquences. Un cargo transportant des bobines d'acier s'est échoué dans la nuit de samedi à dimanche au cœur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio en Corse. Pour le moment, aucune pollution n'est constatée, mais par précaution, les moyens anti-pollution ont été déployés. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Haute-Saône, il siège au groupe Les Républicains, est également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Alain Joyandet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. On va commencer avec l'actualité de votre parti. Vous avez un nouveau patron. Christian Jacob a été élu hier soir avec plus de 62% des voix, élu donc dès le premier tour. Est-ce que le plus dur commence pour lui? Je ne sais pas si le plus dur commence pour lui, mais je pense que le plus dur a été fait pour notre famille politique avec cette élection. Parce qu'au fond, depuis l'élection présidentielle et la défaite de François Fillon, nous ne cessons de creuser le fond. Et on le voit bien avec les départs successifs, avec un certain nombre de crocs en jambes. Il faut bien se rendre à l'évidence, notre parti n'est pas exemplaire depuis les élections présidentielles et ne donne pas envie. Et donc je pense qu'avec l'élection de Christian Jacob, on va peut-être tourner la page de cette mauvaise séquence. L'élection d'abord s'est bien passée. La participation est plus importante que ce que l'on attendait. Son élection est incontestable, plus de 62%. Les deux autres candidats ne font pas des scores ridicules, ce qui permet à chacun de sortir la tête haute de cette élection. Christian Jacob est un rassembleur. On va revenir sur cette question de rassemblement. Donc, mais vous dites que notre parti n'est pas exemplaire. Qu'est-ce qui n'a pas été exemplaire? Vous avez bien vu, comme tous les observateurs, que l'élection présidentielle a quand même été une catastrophe pour nous. Vous avez vu qu'ensuite, un certain nombre de nos cadres sont partis. Et souvent en le faisant savoir et en critiquant très fortement la famille politique. C'est jamais bon quand les gens de l'intérieur... Pourquoi voulez-vous attirer de nouveaux adhérents quand ceux qui sont déjà là se font la guerre sans cesse? Donc j'espère que cette page va se tourner et qu'avec Christian Jacob, on va reconstruire quelque chose et qu'on va redonner un peu d'espoir. Vous avez vu hier, alors que l'élection de Christian Jacob était quasi acquise, Jean-Pierre Raffarin a claqué la porte, Dominique Bussereau a officialisé hier son départ. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous pensez que ces gens-là n'auraient pas dû quitter le parti? Moi, je n'ai pas envie de leur parler. J'ai envie de parler à tous ceux qui sont navrés et qui se disent quand est-ce que la famille politique de droite républicaine va redevenir à nouveau attirante. J'ai envie de dire à tous ceux-là qu'on va tout faire, on va faire de notre mieux pour que dans les années qui viennent, on puisse redevenir un parti, entre guillemets, dynamique, normal. Vous savez, on a une responsabilité particulière sur le plan démocratique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si Emmanuel Macron venait à échouer,
Que reste-t-il en face de lui? Donc notre responsabilité, la droite et le centre d'ailleurs, le centre droit, notre responsabilité est capitale. Donc nous devons, avec Christian Jacob, reconstruire une alternative et un espoir. Eh bien justement, cet impératif de rassemblement et cette alternative, eh bien, Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, en parlait dès hier soir. On l'écoute, il était au micro de Marie Brémaud et Jordan Klein. La première condition, elle n'est pas suffisante, c'était d'avoir un leader qui avait envie de rassembler, de remettre tout le monde autour de la table. Et on va le faire avec lui. Mais vous avez raison, c'est très loin d'être suffisant. Et d'ailleurs, tout le travail que nous allons mener avec Christian Jacob, outre l'idée de rassemblement, c'est qu'est-ce que nous avons à dire aux Français? Comment la droite va à nouveau penser par elle-même et proposer à nos compatriotes un chemin nouveau et alternatif à Emmanuel Macron et à Madame Le Pen. Au fond, 70% des Français ne veulent ni de M. Macron ni de Madame Le Pen, sauf qu'ils sont orphelins. Et c'est à la droite française, à la droite républicaine de proposer ce chemin, avec mesure, avec patience, mais avec endurance. Toute la question est là désormais, Alain Géandé. Quelle est votre place entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre côté Marine Le Pen? Je pense qu'on a une place institutionnelle déjà pour commencer, parce que justement, c'est bien la question, si on ne prend pas la place qui nous revient, ce sera Marine Le Pen un jour ou l'autre. Donc c'est à nous de reconstruire une alternative crédible. Et cette alternative crédible, on le voit bien sur toutes les politiques socio-économique, notamment sur la politique étrangère. On peut parler aussi de ce qui se passe en Syrie, notamment. Sur tous ces sujets, on a quelque chose à dire aux Français. Il faut que Mais vous avez quelque chose à dire, vous le dites d'ailleurs, hein, vous le dites au Sénat, vous le dites à l'Assemblée. Au Sénat, vous êtes majoritaire, à l'Assemblée, vous êtes le premier groupe d'opposition. Pourquoi ce n'est pas entendu des Français? Il y a un problème de leadership. Vous savez, la politique aujourd'hui, c'est du leadership. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron, qui a un leadership incontestable, c'est le sien, mais il est incontestable. On a le sentiment qu'à partir du moment où le leader se saisit d'un sujet, le sujet est entendu. Regardez la question de l'immigration, regardez la question de l'aide médicale d'État. Ici au Sénat, je me bats depuis 3 ans pour ça. On va revenir sur cette question. Personne n'écoute. Donc la question, c'est le leadership. Donc nous, on a besoin à droite d'un leadership. Là, on est en train de reconstruire notre famille politique. Deuxième étape, il faudra reconstruire un leadership. Et vous pensez que Christian Jacob peut régler ce problème de leadership? Pas tout seul. Mais tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par le président du Sénat, par un certain nombre de leaders qui sont d'accord pour travailler avec Christian Jacob, il faut reconstruire un leadership de la droite républicaine. La politique aujourd'hui, la politique moderne, c'est comme ça. Elle passe par un leadership. Les médias entendent un leader, entendent des propos lorsqu'ils résonnent. Qui peut incarner ce leadership aujourd'hui? Eh bien, il va falloir qu'on le trouve. Il va falloir qu'on le trouve. C'est un travail. C'est pas encore évident. C'est pas encore évident. C'est un vrai travail. Il y a des gens qui sont en devenir. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont encore chez nous. Donc, il faut justement essayer de faire un rassemblement pour travailler sur les idées. Mais vous savez, les idées, on les a. Je suis frappé de voir que ce que nous disons sur des grands sujets depuis des années, ces choses sont reprises aujourd'hui par notamment le président de la République, et finalement montre que sur bien des sujets, nous avons raison. Il faut juste qu'on ait quelqu'un qui porte ces thèmes et qui soit entendu, donc il nous faut un leader. Ça sera la deuxième étape, j'espère qu'elle viendra vite. Ça sera la deuxième étape. L'étape qui va suivre et qui va arriver finalement assez vite, c'est de vous trouver un candidat à la présidentielle. Vous avez Gérard Larcher qui dit oui, il va falloir des primaires ouvertes, c'est la seule solution, et Christian Jacob qui dit non, pas question de primaires. Comment vous allez résoudre ce problème? Comment vous allez éviter la guerre des égos? C'est-à-dire que si tout le monde commence, chacun de son côté, à donner son avis déjà sur le sujet qui consiste à désigner un leader, si chacun le fait de son côté et que chacun dit le contraire de l'autre, je pense qu'on est mal parti. Donc moi j'appelle de mes voeux un rassemblement aussi d'une équipe qui se concerte, qui disent des choses ensemble et puis qui après se mettent d'accord vraiment sur une ligne que tout le monde défend, quoi, parce qu'autrement on n'en sortira pas. Pour vous, c'est quoi la bonne solution? Primaire ou pas primaire? Moi je pense que la bonne solution, elle va être naturelle. C'est-à-dire que les gens... Les Français, à un moment donné, ils regardent les choses, ils ne sont pas idiots, ils voient bien comment les choses se passent. Et je pense que lorsqu'on a un leader qui va se dégager, qui va être naturel, c'est lui qu'il faudra suivre. Voilà. Et puis les histoires de primaires, on a donné. Je pense que les primaires, la dernière fois, elles ont servi essentiellement à une chose, c'est casser tous nos leaders, les uns après les autres. On a vu ce qui s'est passé avec le leader qu'on a conservé, qu'on n'a pas pu remplacer au dernier moment pour essayer de gagner les élections. Je pense qu'il faut au moins essayer de tirer les enseignements du passé. Donc plutôt sur la ligne de Christian Jacob, vous? Pardon? Vous êtes plutôt sur la ligne de Christian Jacob, plutôt pas primaire? Je pense que les primaires... Enfin, écoutez, on avait basé les primaires à l'origine en voulant faire un peu comme les États-Unis, quoi. Bon, les États-Unis, pour faire une primaire chez les Républicains, il faut avoir la carte des Républicains. Et pour faire la primaire chez les démocrates, il faut avoir la carte des démocrates. Donc je pense qu'il faut revenir à des choses simples
Et lorsqu'on aura un leader qui va percer dans l'opinion publique et dont les Français vont penser qu'il est susceptible d'être un jour éventuellement le remplaçant d'Emmanuel Macron, c'est celui-là ou celle-là qu'il faudra suivre. Mais ne commençons pas à rentrer dans des procédures qui ne vont faire que, comment dire, des espèces de des petites astuces politiques qui ne conduisent à rien. Un mot sur ce que disait Jordan Bardella. C'était hier soir sur LCI, Jordan Bardella du Rassemblement National. Il dit « Les Républicains sont morts parce qu'ils ont refusé de s'allier avec nous ». Qu'est-ce que vous dites ? Je pense que Jordan Bardella est dans son rôle. On reparlera sans doute de ce qui s'est passé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Parce que son rôle, c'est de cranter, comme on dit en politique, c'est de figer ce mano à mano entre Emmanuel Macron et le Front National. C'est l'intérêt d'Emmanuel Macron. Parce qu'au fond, maintenant, pour être élu président de la République, il suffit d'être deuxième, premier ou deuxième. Si on est premier ou deuxième et que le Front National, enfin le Rassemblement National, est également premier ou deuxième, celui qui n'est pas du Rassemblement National est sûr d'être président de la République. Quand vous dites c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron, vous dites qu'il fait le jeu du Rassemblement National ? Je ne dis pas qu'il fait le jeu, je ne veux pas l'accuser de faire le jeu, mais je dis que plus le Rassemblement National monte et plus on a une probabilité d'avoir un deuxième tour au présidentiel Macron-Le Pen, plus M. Macron augmente ses chances. Je rappelle que les présidents récents qui ont été élus président de la République, ils ont été élus avec Mme Le Pen au deuxième tour. Voilà, donc il faut bien réfléchir à tout ça. Et donc, M. Bardella, il est dans son rôle, il essaie de faire évidemment cranter ce duo, ce duel, et que nous n'existions pas. Nous n'existons pas. Donc tout notre travail à nous, c'est justement de casser ce duel et de faire en sorte qu'au milieu, il y ait une place pour nous. C'est pas gagné. Mais bon, comme disait le général de Gaulle, là où il y a un chemin, voilà. Eh bien, on suivra tout ça. On va parler d'immigration, vous en parliez Alain Joyandet, et de l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. Vous êtes en charge, vous, au Sénat, de ce budget de l'aide médicale d'État. On en parle avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre. Bonjour Ariane, bonjour Alain Joyandet. Et on va donc parler de cette aide médicale d'État, puisque le gouvernement réfléchit à revenir dessus, réfléchit à une réforme. Et oui, le gouvernement y réfléchit. Alors Alain Joyandet, vous êtes chaque année au Sénat rapporteur du budget de cette aide médicale d'État. Et chaque année, la majorité de droite du Sénat vote une diminution des crédits de l'AME. Et notamment en 2017, les sénateurs de droite avaient voté une baisse de 300 millions d'euros des crédits de l'aide médicale d'État. Et à l'époque, en tant que rapporteur, vous aviez défendu cette mesure. On va regarder. Je vous rappelle juste qu'entre 2010 et 2012, on a fait baisser de 100 millions d'euros la consommation des crédits. On a quand même accueilli les gens, on les a quand même soignés. Je suis acteur de la politique de santé locale, je suis président de mon hôpital depuis 20 ans. J'ai pas moins de cœur que... J'allais presque vous dire, vous n'avez pas le monopole du cœur. Et voilà des accents giscardiens dans votre intervention à l'époque, Alain Joyandet. Alors en 2017, le gouvernement s'était opposé strictement à cette baisse de l'AME, mais les sénateurs n'avaient pas perdu espoir puisque 6 mois plus tard, en 2018, lors de l'examen de la loi Asile et Immigration, le Sénat avait transformé l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire une couverture de soins uniquement centrée sur les maladies graves. Et là, pareil, le gouvernement s'était opposé, avec notamment Gérard Collomb, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. On va l'écouter. J'ai peur que vous n'alliez vers exactement les conséquences contraires à ce que vous souhaitez et que, en voulant réduire le soin, vous n'aboutissiez finalement à faire en sorte que demain, on ne contribue à embouteiller les urgences et que les personnes qui n'ont pas été soignées au départ soient à la fois porteurs, évidemment, de maladies qui ensuite pourraient devenir contagieux sur le territoire et qui ensuite seraient soignés à l'hôpital avec des coûts beaucoup plus importants que la médecine de ville. Et donc c'est pour cela que nous sommes opposés à la proposition que vous nous faites. Et voilà, hors de question à l'époque de toucher à cette aide médicale d'État pour le gouvernement. Mais un an plus tard, changement de cap, Emmanuel Macron a durci son discours sur l'immigration. Le gouvernement réfléchit même à une réforme de l'aide médicale d'État. Alors plusieurs options sont sur la table. Écoutez la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, Christelle Dubos, sur ces options de réforme de l'aide médicale d'État. Écoutez-la. Nous ne retiendrons pas toute solution reposant sur une participation financière des personnes admises à l'AME. Cela constituerait un obstacle trop important pour l'accès effectif aux soins.
L'introduction éphémère d'un droit de timbre en 2011 a montré qu'une telle mesure ne faisait que reporter les coûts de prise en charge sur les soins urgents. 2 autres pistes sont étudiées par la mission d'inspection. La piste consistant à subordonner à un accord préalable l'accès à certaines prestations en dehors des soins urgents ou vitaux. Ou encore la piste conduisant à ajuster le périmètre du panier de soins pris en charge par l'AME. Et on va peut-être vers un panier de soins restreint pour ces étrangers en situation irrégulière. Donc on voit bien qu'avec le temps, avec la force des années, il va peut-être avoir une position commune entre le gouvernement et la droite du Sénat sur ce point. Merci Alex. Alain Joyandet, que pensez-vous de ce nouveau discours du gouvernement sur ce sujet finalement? Ça répond à ce que je vous disais tout à l'heure. Là aussi, nous avons encore, je pense, la bonne idée. Et on n'est pas entendu depuis 3 ans. Lorsque le leader, en l'occurrence M. Macron, parle du sujet, voilà que le sujet est sur la table. En politique, c'est comme ça. Il faut que les sujets, même quand on a raison, parfois on a tort, simplement parce qu'il faut une caisse de résonance. Je reviens au sujet de l'AME. Donc j'entends ce que dit la secrétaire d'État. Lorsque nous avions mis, avec Nicolas Sarkozy, les 30 € par personne, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente pour avoir autant de soins qu'il le souhaite dans l'année, on lui demande 30 € juste pour le responsabiliser un peu. Je pense qu'il faudrait le refaire. Le panier de soins, c'est ce que j'ai demandé dans mes amendements. Je pense que ce qu'a répondu le ministre de l'Intérieur est un peu à côté de la plaque, parce que quand il parle d'épidémiologie, dans la réforme que je propose, évidemment qu'on garde tout ce qui est épidémie. On garde les soins à la maman, les accouchements, les enfants, les urgences, etc., etc. Donc on réduit le panier de soins pour que ce soit quand même pas un droit de tirage incroyable, mais on demandait juste de passer de 1 milliard à 600 millions. À 600 millions, on n'est pas fou. On n'a pas dit on va supprimer l'AME. Quand des gens se présentent dans les hôpitaux, il faut bien les prendre en charge. On dit juste, on ne fait pas tout. Voilà, donc c'est une position qui est très responsable, celle que nous avons prise au Sénat. Je suis très heureux de voir que le président de la République y vient. Donc vous lui demandez de suivre vos propositions, de suivre clairement vos mesures, parce que pour le moment, il n'y a pas d'officialisation de ce que va faire le gouvernement. J'ai entendu les propos de la secrétaire d'État, c'est quand même assez proche de ce que j'avais proposé avec mes amendements. Donc voilà, il n'y a pas de blocage de notre part. À partir du moment où on se met d'accord sur les sujets, vous savez, au Sénat, c'est notre état d'esprit, on est des gens constructifs, on essaie de travailler pour notre pays avant de s'opposer systématiquement. Peut-être juste une précision sur l'aide médicale d'État, parce que les gens qui nous écoutent ne le savent peut-être pas. L'aide médicale d'État, elle est destinée aux immigrés en situation irrégulière, je le redis, parce que ce n'est pas toujours connu. C'est-à-dire qu'il suffit de démontrer que l'on est en situation irrégulière depuis plus de 3 mois en France, on va à la préfecture, on explique qu'on est abrité irrégulièrement chez un tel ou un tel, on est obligé de vous délivrer un certificat, et avec ce certificat, vous allez à l'hôpital vous faire soigner autant que vous le souhaitez pendant toute l'année. Et donc quand on entend qu'il y a une crise dans les urgences, dans tous les hôpitaux français, que Mme Buzyn veut régler le problème avec quelques centaines de millions d'euros et que l'AME à elle seule pourrait récupérer 200 ou 300 millions pour les mettre dans les urgences pour que ça profite à tout le monde, je pense que c'est la logique. Et si on veut que les Français acceptent aussi une certaine part d'immigration, il faut quand même expliquer aussi qu'on essaie de rechercher un peu de justice dans la politique de soins. On va parler de cette polémique déclenchée vendredi par un élu du Rassemblement national. C'était au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vous y siégez, vous, dans ce Conseil régional. Une mère voilier accompagnait un groupe d'enfants en sortie scolaire venus voir le fonctionnement d'une assemblée démocratique. Et un élu du Rassemblement national a demandé son exclusion. Vous étiez donc présent vendredi lors de cette séance. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, ce qu'il s'est passé exactement et comment vous l'avez perçu, vous, cette scène? Alors, effectivement, je suis là. Je préside la commission des finances de la région, dans l'opposition, mais je préside cette commission. Et effectivement, une classe arrive avec, semble-t-il, une accompagnatrice. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Une dame qui n'est pas totalement voilée, mais qui est partiellement voilée. On voit son visage. L'élu en question du Rassemblement national demande à la présidente de faire sortir cette dame par rapport à la laïcité, etc. Bon, bref. Et dans un premier temps, c'est pas aussi simple que ça, parce que ce qu'on ne dit pas, mais moi j'en étais le témoin, et je pense que la vidéo peut le montrer, c'est que les socialistes, la présidente qui préside à ce moment-là, ne donne pas immédiatement tort à l'élu du Rassemblement national. Il y a un flottement général, elle se retourne un petit peu dans tous les sens, de tous les côtés, elle essaie de savoir quel est en fait son droit. Et voilà, et en fait je pense que tout part de là, c'est-à-dire qu'il y a une grande confusion, elle ne demande pas une suspension de séance pour que les affaires retombent tranquillement, et à ce moment-là c'est les enfants qui payent la note, parce que du coup il y a une violence qui s'installe
entre les conseillers régionaux. Il n'y a plus à ce moment-là de présidence de séance qui est totalement, une présidence de séance totalement absente pendant cette période. Il y a des insultes qui jaillissent entre les élus, du socialiste et du Rassemblement national. Et à ce moment-là, évidemment, les enfants sont impressionnés, ils sortent de la salle. Donc voilà pour les faits. Et donc après... Donc vous nous dites en fait que ça a été mal géré, c'est ça ? C'était très très mal géré. Alors après, la présidente socialiste essaie de faire un coup pour rebondir, donc elle surréagit le lendemain, en disant le lendemain, je vais aller dans la classe, comme s'il y a besoin d'en rajouter, et d'aller dans la classe avec les enfants pour leur dire, voilà, ce que vous avez vu ne correspond pas à la réalité, on vous aime. Voilà, seulement c'est beaucoup trop tard, il est 24 heures après. Donc je pense que ce qu'il faut déjà, c'est faire un point de droit. Parce qu'au fond, c'est le droit qui compte. Et que dit le droit dans ce cas-là ? Le droit, il dit que cette dame qui n'est pas totalement voilée, qui de toute évidence à ce moment-là, si vous voulez, il n'y a pas de trouble de l'ordre public, donc la loi ne dit pas qu'il faut l'exclure immédiatement de la salle. Il y a une étude du Conseil d'État, il y a 2 décisions du tribunal administratif, donc évidemment... Et en plus, la présidente ne connaît pas son règlement intérieur. Elle interroge tout le monde et dit que dit notre règlement intérieur ? Le règlement intérieur, il dit juste que la présidence de séance peut exclure une personne à condition qu'il y ait trouble de l'ordre public. Donc en fait, vous dites quand même qu'il y a une responsabilité de Marie-Guy Dufay. On va la citer, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, et c'est pour ça que l'affaire a pris de telles proportions. Ben oui, et puis bien sûr, parce que si tout de suite l'affaire est arrêtée en rappelant le droit, en rappelant le règlement intérieur, ça dure 3 minutes et puis c'est fini. Éventuellement, on fait une suspension de séance pour que les esprits se calment. Mais comme personne à la présidence, au perchoir, personne ne dit rien. Donc du coup, ça part entre les élus sur les bancs, et les gens s'insultent, certains partent, d'autres se lèvent, donc c'est un brouhaha, et ce sont les enfants, encore une fois, qui du coup sont très impressionnés par cette séance, donc je pense qu'il y a un travail à faire sur les enfants. C'est pas la peine d'aller avec la presse dans la classe en question, en rajouter pour les traumatiser encore plus, quoi. Est-ce que l'ambiguïté sur cette question, elle ne perdure pas ? On a entendu Jean-Michel Blanquer hier dire que les mères accompagnatrices portant un voile, ce n'est pas souhaitable, mais il ne peut pas l'interdire dans la loi. C'est ce qu'il avait dit au Sénat en mai dernier. Quand la question s'est posée, est-ce qu'il faut lever cette ambiguïté ? Je pense qu'il faudra revenir devant le Parlement, parce que j'ai repris toute la jurisprudence. Alors, les choses sont très, sont très approximatives pour l'instant. C'est beaucoup laissé, je dirais, à l'initiative de celui qui préside une séance, que ce soit à la région ou au Parlement d'ailleurs, hein, ou bien à un directeur d'école. Donc, voilà. Alors, c'est pas si simple, parce que les choses ne sont pas... Mais qu'est-ce qu'il faut interdire pour vous, les mères accompagnatrices voilées dans des sorties scolaires ? Je dis pas ça. Je ne dis pas ça parce que, de toute évidence, je pense que la question de l'immigration, des signes distinctifs, c'est quelque chose dont la droite républicaine doit aussi se saisir. Elle ne doit pas laisser le monopole au Rassemblement national, parce que c'est la meilleure façon, justement, d'installer ce duo entre la gauche et le Rassemblement national, et que nous, au milieu, n'existe pas. On doit à nouveau se saisir de ce sujet pour essayer de clarifier les choses, parce que c'est beaucoup trop laissé dans les textes à l'appréciation d'un directeur d'école, d'un président de séance. Donc il faut peut-être encore préciser, sans doute, les choses. Mais il y a eu des amendements d'Éric Ciotti à l'Assemblée, de Jérôme Bacher, de Bruno Retailleau au Sénat, qui ont été rejetés. Mais c'est vrai que c'est un sujet très difficile, parce qu'en même temps, on n'a pas du tout envie d'avoir ces signes distinctifs, parce que la laïcité, c'est un des fondements quand même de notre République. Et en même temps, j'allais dire, je prends les mots du président, en même temps, quand une maman qui, de toute évidence, ne trouble rien du tout, arrive avec ses enfants, elle n'a pas un voile intégral, elle a un voile léger. Donc, aller jusqu'à lui dire, vous n'avez pas le droit et vous sortez, je pense que c'est pas facile à faire. Donc, il faut savoir raison garder, et je pense qu'il faut à nouveau quand même un débat pour essayer de clarifier. Ça rendra service, je pense, aux directeurs d'école. Le Conseil d'État a établi toute une liste de recommandations pour un directeur d'école par rapport à telle ou telle attitude. Il peut prendre telle ou telle décision. Mais je pense que c'est leur faire porter une lourde responsabilité. Si on pouvait carrément clarifier les choses, je pense que ça rendrait service à tout le monde. Allez, Alain Joyandet, on va continuer à parler de ce qui se passe dans votre région, dans votre département. C'est la revue de presse de votre département avec Alexandre Poussard. Et Alex, on va commencer en parlant bien sûr de l'Est républicain. Et oui, à la une de l'Est républicain, il est question des déserts médicaux alors que les médecins libéraux s'organisent pour faire face à d'éventuelles pénuries de professionnels de santé dans le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Alors concrètement, toutes les catégories de professionnels de santé, c'est-à-dire les généralistes, les kinés, les dentistes, les pharmaciens, ont créé une association pour mieux se coordonner et faire face aux besoins du territoire. Et les besoins de ce territoire sont immenses, avec un témoignage un peu symbolique
symbolique du docteur Attal qui explique qu'à Paris, il faut traverser la rue pour trouver un autre médecin, mais dans nos territoires, il faut parcourir une vingtaine de kilomètres et franchir une montagne. Toujours dans l'Est républicain, mais sur le site internet, cette fois, il est question des maisons de service public. Et oui, un zoom sur les 16 maisons de service au public que compte votre département Alain Géandais de Haute-Saône. Des maisons de service public qui permettent de faire face à la disparition des services de l'État en milieu rural. Des maisons de service public qui également permettent de mieux accompagner les personnes âgées qui sont démunies face à l'informatique. On appelle ça l'électronisme et c'est un vrai problème. Regardez ce témoignage d'une chargée d'accueil de la maison de service au public de Sceaux. Elle l'explique, beaucoup viennent mais ne veulent pas toucher à l'ordinateur. Je les installe devant l'écran, mais dans les faits, ils s'en remettent à moi. Beaucoup n'ont même pas d'adresse mail qui constitue aujourd'hui la porte d'entrée pour la plupart des démarches en ligne. Et on va terminer avec Vesoul, la ville dont Alain Géandais a été maire. À Vesoul, on valorise les circuits courts. Et oui, le site Ecolobiz, qui est spécialisé dans l'économie du développement durable, consacre un article à une épicerie solidaire de Vesoul qui a choisi de créer son propre marché de quartier avec pour objectif de réunir tous les producteurs locaux et également donc de valoriser les circuits courts. Merci beaucoup Alex. Une réaction rapide à cette revue de presse, Alain Géandais? Je reviens sur la question de la santé, parce que j'ai présidé l'hôpital départemental de Haute-Saône pendant plus de 20 ans. J'ai dû arrêter pour des questions d'incompatibilité. Le désert médical dont on parle commence à se combler un peu. La question de l'entente entre le service public, l'hôpital et les libéraux, je pense, est vraiment au centre de cette reconstruction de la continuité des soins. Je pense qu'on est quand même plutôt bien parti, donc ça n'est peut-être pas aussi sombre que ça. Il fait bon vivre en Haute-Saône et on peut y être soigné parfaitement bien. Avant de vous quitter, Alain Géandais, je voudrais parler d'un autre sujet qui s'est passé pendant cette séance du Conseil régional. Il n'y a pas eu que la polémique sur le voile. Vous avez également parlé de la fusion des régions et du coût de cette fusion. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a dit que ça n'avait pas permis de faire des économies. Est-ce que c'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté? Je crois que la Bourgogne-Franche-Comté est l'exemple type de la mauvaise fusion. J'étais favorable à cette fusion, je l'ai votée, mais on aurait pu en faire tout à fait autre chose. On avait dit qu'on pouvait faire des économies, or on augmente les dépenses. On avait dit qu'on n'augmenterait pas les impôts, or on est champion de France pour l'augmentation de la carte grise d'un seul coup. On avait 5 ans pour le faire, on l'a fait d'un seul coup. Et on est champion de France pour le nombre de fonctionnaires par tête d'habitants, 0,14 fonctionnaires pour 100 habitants. Donc la Bourgogne-Franche-Comté est administrée selon les règles socialistes. Ce n'est pas du tout bon pour la région. Et je comprends que la présidente se serve de cet incident du voile pour faire parler d'elle un peu au niveau national, parce que, hélas, la Bourgogne-Franche-Comté a bien d'autres arguments qui ne sont pas utilisés. Pensez à nos vins de Bourgogne qui sont connus dans le monde entier. On devrait faire de cette région Bourgogne-Franche-Comté un élément d'attraction nationale et internationale formidable. Qu'est-ce qu'on fait? On fonctionne, on augmente les impôts et on gère des incidents bien regrettables comme celui dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a autre chose à faire. Eh bien, merci beaucoup. Merci Alain Géandais d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Il nous dévoilera les annonces de sa stratégie nationale de protection de l'enfance. On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, un extrait d'Europe Hebdo. C'est l'émission des chaînes parlementaires consacrée aux questions européennes. Et cette semaine, Marie Brémaud recevait le député européen du groupe Renew, Gilles Boyer. C'est le groupe où siègent les députés de la République En Marche. On regarde. Alors, ralentissement de la croissance mondiale, les risques qui pèsent sur l'Europe avec le Brexit, les conflits commerciaux. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, Gilles Boyer? Il faut toujours être vigilant, mais c'est toute la politique qu'a menée la BCE sous la conduite de Mario Draghi, que nous avons auditionné l'autre jour en commission des affaires économiques, et que Christine Lagarde a annoncé qu'elle allait perpétuer, c'est-à-dire une politique de relance, une politique, ce qu'on appelle en termes barbares, de quantitative easing, pour précisément relancer l'activité en Europe et dans la zone euro. Réactif, est-ce que c'est l'austérité ou au contraire c'est plus de dépenses publiques? Mais l'austérité, vous savez, c'est un mot qui a des significations différentes selon les pays. Le Portugal a connu l'austérité. L'austérité, c'est quoi? C'est la baisse des retraites, c'est la baisse des salaires des fonctionnaires. Et quand j'entends certains de mes compatriotes français parler d'austérité en France, à côté de ce que nos amis portugais, espagnols ou grecs ont vécu, c'est absolument pas l'austérité. Donc il faut savoir raison garder. Évidemment que l'équilibre des finances publiques dans tous les pays est un paramètre important à préserver, parce que la fragilité, la volatilité des taux d'intérêt et des marchés nous rend
évidemment très fragile sur ce sujet, mais néanmoins, les politiques de relance, les politiques d'innovation, les politiques de croissance par l'outil budgétaire sont évidemment clés dans cette période. Le scénario du hard Brexit fragilise forcément l'économie de l'Union européenne? Alors oui, ça fait partie des prophéties qui sont auto-réalisatrices et on saura après qui est le plus fragilisé. Mon sentiment, c'est que ce qui se passe au Royaume-Uni, l'incertitude politique et même la dérive du débat politique au Royaume-Uni, qui est pourtant une démocratie qui nous a longtemps guidés dans le monde et qui a été précurseur, doit nous inquiéter. Je suis plus inquiet pour les Britanniques que pour l'Union européenne et au contraire, dans cette période, les 27 ont su garder, sous la conduite de Michel Barnier qui a conduit les négociations, une unité extrêmement prometteuse pour l'avenir. Notre invité politique ce matin, c'est Adrien Taquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal, rédacteur en chef de la rédaction nationale des quotidiens du groupe EBRA. Ce sont les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer, Adrien Taquet, avec cette polémique. On en parlait à l'instant avec Alain Joyandet, polémique au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Un élu du Rassemblement national a demandé l'exclusion d'une mère mère voilée, qui a accompagné son enfant lors d'une sortie scolaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Je pense que c'est une confusion, une instrumentalisation la plus totale de la part du Front National. Voilà, et qu'une fois encore, ils démontrent qu'ils essaient de diviser notre pays. De mettre les gens les uns contre les autres, et en étant totalement en dehors des cadres de la loi et des règles qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'elle est si claire que ça, cette loi? Hier, on avait Sibeth Ndiaye et Jean-Michel Blanquer qui étaient en même temps dans deux émissions politiques différentes. On a d'un côté Sibeth Ndiaye qui dit c'est positif qu'il y ait des mères voilées qui accompagnent leurs enfants. De l'autre côté, Jean-Michel Blanquer dit que ce n'est pas souhaitable. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. Est-ce que c'est clair au gouvernement? C'est quelque chose que l'on ne souhaite pas encourager. Le fait que des mères puissent être voilées dans l'accompagnement de sorties scolaires, on ne veut pas encourager ça. Le voile est plutôt en contradiction avec un certain nombre de valeurs, de principes auxquels nous croyons. Pour autant, ce n'est pas interdit. Donc il n'y a pas de raison d'essayer de créer de la confusion et de dresser les Français les uns contre les autres à l'occasion de polémiques totalement déplacées, instrumentalisées, et qui montrent bien le vrai visage du Front National. Oui, on a quand même l'impression que les gouvernements, sur le voile en général et sur tous ces signes extérieurs de religion, louvoient un peu, laissent les directeurs d'établissement devant leurs responsabilités. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir... En 1995, de mémoire, François Bayrou avait émis une circulaire pour justement accompagner les directeurs d'établissement dans les positions, les décisions qu'ils devaient prendre. Vous savez, le président de la République a été relativement clair, c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Donc il y a une liberté de conscience dans ce pays. Chacun a le droit, dans son intimité, d'avoir ses croyances, d'exercer sa religion. Dès que ça la rentre dans la sphère de la puissance publique, il y a une obligation de neutralité. Mais quand on est accompagnant scolaire ou quand on vient assister à une séquence du conseil régional, ce que je trouve plutôt une bonne chose. Enfin, moi, j'étais ravi de voir qu'il y avait des enfants dans les tribunes d'une session du conseil régional. Je ne suis pas sûr que ça arrive très souvent. Moi, j'ai envie de souligner ça, souligner le fait que les enfants viennent assister à ça. C'est un exercice de démocratie auquel ils ont pris part et qui a été gâché, une fois encore, par la démagogie d'élus du Front National. Mais un dernier mot, est-ce que ce n'est pas laisser trop de responsabilité aux directeurs d'école, aux responsables d'établissement, de dire ce n'est pas souhaitable, c'est à eux de gérer, il faut qu'il y en ait le moins possible? Je ne pense pas que l'on dise ça. Je pense que Jean-Michel Blanquer et l'administration de l'éducation nationale accompagnent les directeurs d'établissement, à la fois en émettant un certain nombre de règles pour les aider à prendre des décisions, et je pense que quand je sais que quand ils sont face à une situation complexe, car ces situations sont complexes, toujours, ça serait trop simple, c'est pas blanc ou noir. Quand ils sont face à des situations complexes, il y a des ressources au sein de l'éducation nationale pour accompagner les directeurs au quotidien pour faire face à ces situations. Un mot sur l'autre actualité, c'est cette attaque turque dans le nord-est de la Syrie. Il y a un risque de résurgence de Daesh. La France se dit inquiète de cette fuite de membres, de proches de Daesh. Cette attaque, elle relance aussi la question des djihadistes français détenus en Syrie. Et la question particulièrement vous concernant de ces enfants djihadistes. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants djihadistes, Adrien Taquet ? Il y a la question effectivement sécuritaire, puisque les Kurdes
avait la responsabilité effectivement d'un certain nombre de lieux de détention et puis par ailleurs de camps pour des djihadistes ou des familles de djihadistes. Et face à l'offensive turque qui avance, il y a un risque que les personnes soient libérées, faisant porter un risque sécuritaire sur notre pays. Donc il y a une préoccupation qui est grande. Et puis il y a une préoccupation grande également, et le président de la République l'a exprimé hier, pour le risque humanitaire. Une de grandes craintes face au sort des populations civiles, qu'elles soient kurdes ou étrangères, qui sont retenues là-bas, car elles restent des populations civiles. Je pense notamment aux enfants. Donc écoutez, il faut appeler la Turquie, comme nous l'avons fait, à revoir les positions qui sont les siennes, qui nous inquiètent. Il faut qu'on... attention très particulière. Écoutez, vous savez ce qu'il en est des relations et des affaires diplomatiques dans ce genre de cas. La France est mobilisée, le gouvernement l'est. Il y a eu un Conseil de sécurité de défense hier à 22h, convoqué par le président de la République. Nous suivons la situation au plus près. La France de la France quand on voit les mesures qui sont sorties, les déclarations la France, vous savez que c'est pas la France qui réglera tout seul ce genre de situation. La France s'évertue à être moteur, leader au plan international, afin qu'une situation internationale car c'est uniquement dans ce cadre-là que ça pourrait être trouvé, qu'une action puisse être menée afin de ramener la Turquie à de meilleures intentions et faire en sorte que les populations civiles sur place soient protégées le plus possible. Vous rapatriez des enfants de nationalité française régulièrement ces derniers temps? Aujourd'hui, ça se fait au cas par cas. C'est la doctrine que nous avions établie. Vous savez, là aussi, la situation pas soit blanche ou noire. Vous avez des situations différentes. Vous avez des enfants qui sont orphelins. Vous avez des enfants qui il reste seulement un des deux parents. Vous avez des enfants qui sont pris en charge par d'autres familles d'une autre nationalité sans qu'on le sache véritablement. Vous avez des mères qui souhaitent que leur enfant rentre, d'autres qui souhaitent rester auprès de leur enfant, alors qu'elles-mêmes sont en détention ou en attente d'être jugées là-bas. Vous avez des relations diplomatiques par ailleurs qui sont extrêmement, évidemment, complexes, voire inexistantes, avec un certain nombre de parties et de zones là-bas. Tout ça pour vous dire que cela implique une gestion au cas par cas. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et un certain nombre d'enfants, effectivement, quand les conditions le permettaient, quand c'était pour leurs biens, sont rentrés en France, ont été pris en charge à la fois d'un point de vue somatique, psychologique, parce qu'on peut imaginer ce que ces enfants ont vécu là-bas, puis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Vous avez un chiffre à nous communiquer de nombre d'enfants qui ont été rapatriés? Non, il n'y a pas de chiffre sur lesquels on communique, mais il y en a plusieurs dizaines qui sont rentrés ces 2 dernières années. Ouais. Ces 2 dernières années. Et récemment, ces dernières semaines? Il y en a qui sont rentrés ces dernières semaines, ouais. Un mot sur la question, là on parle des enfants djihadistes, mais la question de la radicalisation qui a été remise en lumière une fois de plus par cette attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Est-ce que vous constatez une radicalisation qui s'accentue dans les lieux accueillant des enfants, les écoles, les centres de loisirs? Écoutez, ce n'est pas les choses qui nous sont remontées particulièrement. Nous, ce qui nous remonte, c'est des situations dans les familles, de carences éducatives, de violences parfois, mais qui sont liées à des contextes généralement autres, des vulnérabilités de toute nature, que nous essayons d'accompagner, que nous essayons de prévenir. Parce que moi, je crois beaucoup à la prévention. En matière de protection de l'enfance et en beaucoup de matières en réalité. La prévention et l'éducation peuvent faire beaucoup. Mais pas de remontée à ce stade de signes de radicalisation. D'autres phénomènes de société que l'on peut voir émerger. Okay. Je pense notamment dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et des foyers d'enfance, développement de la prostitution infantile. Voilà, ça c'est un autre sujet auquel nous allons nous atteler. Alors justement, vous allez présenter votre plan de protection de l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Oui, alors effectivement, cet après-midi, on va présenter notre stratégie de prévention et de protection de l'enfance. Donc c'est vraiment la réforme de l'aide sociale à l'enfance, à notre système institutionnel de protection de l'enfance, qui est mise en œuvre par les départements. C'est une compétence départementale, c'est important de le rappeler ici. Absolument, nous avons chez Jean-René Le Serre. Écoutez, c'est à la fois une stratégie sans précédent, de par la concertation qui a eu lieu. Ça fait 6 mois de concertation avec l'ensemble des prises de parole, des groupes de travail, des jeunes consultés, etc. De par les moyens mobilisés, on y reviendra, l'ampleur des mesures. Et puis aussi, sans précédent, parce que, et c'est dans le titre, il y a bien et je l'évoquais à l'instant, c'est une stratégie de prévention et de protection de l'enfance. Je pense qu'il y a la nécessité de prendre un véritable virage préventif. Aujourd'hui, les 8 milliards d'euros que représente l'aide sociale à l'enfance, vous en avez 6 milliards qui sont
qui porte sur le placement, c'est-à-dire une fois que l'on place l'enfant. Je pense qu'on peut remettre un peu le curseur vers l'amont et dans la ligne de ce que promeut ce gouvernement et en particulier Agnès Buzyn au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, il faut qu'en France, on insiste et on investisse davantage sur la prévention. Donc à la fois une stratégie d'une grande ampleur, mais aussi une stratégie du dernier kilomètre. Cette expression qui importe tant et a raison au président de la République. Vous savez, vous avez une sénatrice ici, Laurence Rossignol, qui avait porté, avec Michel Meunier et deux sénatrices, une grande loi de la protection de l'enfance en 2016. C'était assez récent. C'est une loi importante qui a remis le curseur au bon endroit à un certain nombre d'égards. Aujourd'hui, on voit, 3 ans après, que dans l'exécution, dans la réalité, dans le quotidien des enfants, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, qui ne se sont pas améliorées. On a bien compris la philosophie de votre stratégie. Est-ce que vous pouvez nous donner les mesures que vous allez mettre en place qui seront annoncées? Alors, il y a énormément de mesures, mais très brièvement, le premier axe, mais il y a 4 grands axes. Le premier axe, c'est donc agir le plus précocement possible. Donc, c'est le volet prévention. On veut notamment généraliser tout ce qui est entretien prénatal précoce. S'assurer de la systématisation des bilans de santé en maternelle. Généraliser, ça veut dire le rendre obligatoire, pour être clair? Alors, absolument, le rendre obligatoire et faire en sorte qu'il le soit à horizon 2022. Et donc là, on va retrouver un autre acteur important au sein de ces murs, en particulier, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, qui est là aussi de la responsabilité des départements. Institution à laquelle je crois beaucoup, qui est confrontée à de nombreux défis dans un certain nombre de territoires, et l'État veut accompagner les départements pour refaire de la PMI cet outil formidable qu'il a été dans l'après-guerre. Bon, agir le plus précocement possible. Le deuxième volet de notre stratégie, c'est sécuriser les parcours. Vous avez des gamins qui sont ballottés, vous avez des gamins dont le début de la vie a été assez ballotté, voire assez traumatisante. Quand ils rentrent dans le parcours de l'aide sociale à l'enfance, il y a encore 6 ou 7 changements de lieu en moyenne. C'est des enfants qui connaissent des ruptures nombreuses dans leur parcours, avec une population parmi eux qui en connaissent d'autant plus, ce sont les enfants en situation de handicap. 25% des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ont une reconnaissance MDPH, c'est-à-dire sont en situation de handicap. Ce sont des enfants qui sont au croisement du social et du médico-social. Et dans un pays comme la France, qui aime bien fonctionner en silo, quand vous êtes au croisement de 2 politiques publiques, eh bien vous tombez dans le trou qui se trouve au milieu des 2. Il faut que nous inventions une nouvelle façon de prendre en charge ces enfants. Vous avez un certain nombre d'enfants qui sont déscolarisés. Avec Jean-Michel Blanquer, que vous évoquiez tout à l'heure, nous avons travaillé à mettre en place pour ces enfants-là des dispositifs qui évitent la déscolarisation. Troisième aspect, la parole des enfants. Globalement dans notre pays, et en particulier dans notre système de protection de l'enfance, mais globalement dans notre pays, il faut que l'on entende davantage la parole des enfants, que l'on prenne davantage en considération. Ça vaut pour tout ce qui est élaboration de nos politiques publiques. Il faut qu'en local, dans les observatoires départemental de protection de l'enfance, il faut que dans les conseils de vie sociale qui sont dans les foyers, il faut que les enfants aient leur place, qu'on écoute leurs paroles. Et puis dans leur quotidien, il faut qu'on écoute leurs paroles aussi. Un enfant aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, quand il dit « je vais aller à une soirée pyjama avec mes copains » ou « je veux partir en classe verte dans mon école », eh bien il ne peut pas. Parce que c'est un acte considéré comme des actes non usuels. Et il faut donc l'accord des parents. Alors il ne peut pas, il peut, mais c'est conditionné à l'accord des parents, qui souvent n'arrivent pas. Nous allons revoir la définition et la frontière entre acte usuel et acte non usuel pour que le quotidien de ces enfants redevienne le quotidien juste de gamins de leur âge. Ces enfants-là, ils ne demandent, j'en suis convaincu, rien d'autre que d'être des enfants comme les autres. Et ce que nous leur devons, c'est de faire en sorte qu'ils soient des enfants comme les autres. Oui, beaucoup de parents s'inquiètent que leurs enfants aient accès via les réseaux sociaux, via Internet, à des scènes à caractère violent ou pornographique. Que proposez-vous pour lutter contre cela? Alors, ça, c'est pas dans le cadre de ce qu'on va annoncer cet après-midi, mais ça fera l'objet d'annonces en novembre prochain. Le 20 novembre prochain, ce sera le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, de la Convention des Nations Unies, qui est le texte fondateur, central, fondamental en matière de droits des enfants. Ça sera l'occasion pour nous de présenter un grand plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Violences qu'elles soient psychiques, physiques, sexuelles. L'idée est véritablement de garantir un maximum de sécurité aux enfants en tout lieu, à tout moment. Dans leur famille, dans les institutions, dans leurs loisirs. Vous avez des gamins qui vont faire du sport ou qui vont au conservatoire de musique tous les mercredis après-midi et tous les samedis. Il y a des bénévoles qui sont là. Que sait-on de ces bénévoles? Travaillons avec Roxana Marissé-Anou sur le sujet. Et puis sur le numérique. Alors à l'école, harcèlement, cyberharcèlement, on travaille à des choses avec Jean-Michel Blanquer, il a déjà annoncé un certain nombre de dispositions. Et puis sur le numérique, vous l'évoquiez. Effectivement, 50% des gamins dans notre pays de 11 ans
ont déjà vu du matériel pornographique. Quand on a 11 ans, quand on a 10 ans, voir du porno, c'est une violence. C'est une forme de violence qui n'est pas acceptable. Donc face à ça, le sujet est complexe, hein. Tous les pays y réfléchissent depuis 20 ans et personne n'a trouvé la formule magique. Nous faisons deux choses. La première, nous avons mis autour de la table depuis quelques mois l'ensemble des acteurs. Les fournisseurs d'accès, les grandes plateformes, les réseaux sociaux et puis bien évidemment toutes les associations. Et nous avons rédigé ensemble, elle est en cours de finalisation, une charte d'engagement qui impose notamment à l'ensemble des acteurs, où qu'ils se trouvent dans la chaîne, fournisseurs d'accès, moteurs de recherche, réseaux sociaux, de mettre en place un contrôle parental gratuit à disposition des parents. Par ailleurs, il y a un deuxième axe important, c'est tout ce qui est formation, sensibilisation des professionnels d'une part et des parents d'autre part. La réponse à ce sujet, elle est collective. Il faut que chacun y prenne sa part. Moi, je ne veux pas qu'on mette toute la responsabilité sur les parents, même s'il est vrai que si les parents que nous sommes, je ne sais pas si vous êtes parents, moi je le suis, si déjà on mettait le contrôle parental sur l'ensemble de nos téléphones, tablettes et autres, 95% probablement du sujet serait résolu. Pour autant, je pense que tout le monde doit être responsabilisé et c'est la raison pour laquelle nous avons mandaté avec Cédric O, l'inspection générale des finances, pour nous faire un peu un état des lieux dans le monde de toutes les solutions techniques, notamment qui pourraient exister pour restreindre l'accès des mineurs à la pornographie. Et il y a une piste, je ne sais pas si c'est celle-là qui sera finalement retenue, mais autour du contrôle parental et l'éventualité d'être en mesure de mettre par défaut des contrôles parentaux. Voilà, donc ça, cette mission va nous rendre ces conclusions début novembre, et donc fin novembre, dans le cadre de notre plan de lutte contre les violences faites aux enfants, il y aura ce volet pornographie. Pour revenir à votre stratégie nationale de protection de l'enfance, vous nous avez présenté les mesures, ça demande des moyens. Quels seront les moyens qui seront mis sur la table par le gouvernement? Alors écoutez, il y aura au PLF, inscrit au PLF et au PLFSS, 80 millions... Budget, hein, oui, pardon. Donc le budget, non mais vous avez raison. Le budget d'un côté et le budget de la sécurité sociale de l'autre, qui sont donc deux budgets présentés différemment en tout cas, 80 millions d'euros supplémentaires pour cela. Par ailleurs, moi, Ils sont répartis comment? Je crois que c'est 50 millions sur le budget et 30 millions sur le... Absolument. Étant entendu par ailleurs que moi, mon boulot en réalité est très interministériel, vous l'avez bien compris. On a parlé de Roxana Amariceanu au sport, on a parlé de Blanquer, on parle de la justice, bref. Et donc au final, ce que le gouvernement va mobiliser cette année pour l'enfance et pour la protection de l'enfance va au-delà de ces 80 millions d'euros. Vous avez dans la stratégie de santé mentale que nous défendons avec Agnès Buzyn, 20 millions d'euros qui va être attribué d'ici la fin de l'année pour la pédopsychiatrie. Pédopsychiatrie dans un état désastreux dans notre pays et en souffrent beaucoup d'enfants de la protection de l'enfance. Dans le cadre de la stratégie de l'outre-mer d'Annick Girardin, il y a un volet, je ne peux pas vous en donner le montant pour l'instant, mais en tout cas il y aura des mesures spécifiques dédiées à l'outre-mer, donc là aussi des moyens. Dans un autre cadre qui est plus lié à la réforme de l'ordonnance de 1945 menée par Nicole Belloubet, donc plutôt sur le volet pénal cette fois-ci, toujours est-il qu'elle a annoncé la création de 70 postes de juges des enfants et 200 greffiers. Donc vous voyez une mobilisation générale. Mais en tout cas, dans l'immédiat, vous nous dites 50 millions dans le budget qui sera présenté et 30 millions dans le PLFSS. Juste, vous allez le présenter dans le département du Nord. Donc on imagine que vous allez passer un pacte avec les départements. Comment ça va se passer? C'est sous forme de contractualisation? Alors, absolument. Vous le savez, la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, est une des compétences sociales qui a été décentralisée au profit des départements. Donc la méthode que nous avons choisie, elle repose sur deux éléments. Effectivement, la contractualisation, dans la lignée de ce qui a été fait sur le plan pauvreté. Donc nous allons contractualiser avec les départements, se fixer des objectifs très précis, avec des études d'impact, et on va regarder ces objectifs. L'objectif de la contractualisation, c'est respecter la libre administration des collectivités territoriales. Évidemment, il n'est pas plus question de retomber dans ces vieux débats de répartition de compétences, mais moi j'ai un enjeu aussi, d'améliorer la qualité de prise en charge des gamins, et deuxièmement, de faire converger les pratiques. Il y a un peu trop de disparités territoriales. Il y a aussi des disparités, des inégalités de traitement entre les départements qui ont les moyens et les autres. Comment vous allez faire jouer? Il y aura une péréquation, une solidarité? Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, et c'est le deuxième élément que je voulais évoquer, contrairement au plan pauvreté, mais qui avait sa logique propre, il n'y a pas c'est mieux d'un côté ou de l'autre, c'est pas du tout l'objet, mais en tout cas, le choix que nous avons fait, c'est de ne pas contractualiser avec l'ensemble des départements, éviter un peu un effet saupoudrage, intensifier les moyens là où il y en a le plus besoin. Donc en première année, nous n'allons contractualiser qu'avec un tiers des départements environ, pour justement
mettre le paquet en quelque sorte, permettez-moi l'expression, sur les endroits où il y a le plus de difficultés et où aussi on a des départements qui sont plus volontaristes. Moi, on va pas, l'État ne va pas aider financièrement des départements qui ne veulent pas fondamentalement jouer le jeu sur la protection de l'enfance, qui est une compétence obligatoire, je le rappelle. Donc on va investir, surinvestir massivement là où il y en a le plus besoin, justement pour, faire face aux urgences, parce que c'est des gamins quand même derrière, rappelons-le, et deuxièmement, pour essayer justement de faire converger les situations et les pratiques. Et puis 2021, 30 départements supplémentaires, donc montée en charge financière, budgétaire, et 2022, élargissement à l'ensemble du territoire. Dans cette émission, vous savez, on donne la parole aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Bien. Pour vous poser une question, on va regarder ce qu'ils vous ont demandé. C'est une question qui revient sur ce qu'on se disait en début d'émission, sur cette question de l'islam, des mères voilées. C'est une déclaration de Jean-Michel Blanquer hier qui a fait beaucoup réagir quand il dit qu'un petit garçon qui ne veut pas prendre la main d'une petite fille dans une école, eh bien, on doit le signaler. Et ce téléspectateur nous demande, est-ce que c'est ça que l'idée que se fait la République en marche de la République? Écoutez, pour les enfants, il faut toujours peut-être tempérer un peu les choses, il s'agit d'enfants. Bon. Donc Jean-Michel Blanquer est allé trop loin. Non, mais je n'ai pas entendu en plus Jean-Michel Blanquer. Je n'ai pas entendu sa déclaration. Je pense que ce que Jean-Michel Blanquer essayait de dire, c'est que il faut être attentif. C'est peut-être un peu aussi cette société de vigilance qu'en appelait le président de la République de ses voeux. C'est peut-être un signe qu'il faut prendre en considération parmi d'autres, tel un faisceau d'indices. Pour autant, on ne va pas aller signaler, dénoncer un enfant qui ne voudrait pas donner la main à sa camarade. Je pense que ça irait un peu trop loin. Mais moi, je fais grande confiance à l'éducation nationale et aux professionnels de l'éducation nationale. C'est tout le rôle de l'éducation nationale, justement, d'accompagner les enfants face à ce genre de situation. Et essayer peut-être de leur faire comprendre que le vivre ensemble, dans notre République, mais j'ai envie de dire au-delà, ça ne peut pas passer par ce genre de comportement avec ses petits camarades. Un mot rapidement pour parler de politique. Vous étiez avec Stanislas Guerini ce week-end faire le tour de France des projets. Ce matin, Cédric Villani, dans Le Parisien, dit qu'il ira jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes condamné à la division à Paris? Écoutez, moi je veux croire que non. Je connais bien et l'un et l'autre. Vous le savez, je suis très proche de Benjamin Griveaux, qui pour moi est vraiment un candidat, le candidat qu'il nous faut. Et parce qu'il a été désigné par la CNI, moi je suis assez légaliste, CNI qui m'avait aussi désigné en tant que député, donc voilà. La Commission nationale d'investiture. Pardon, la Commission nationale d'investiture, excusez-moi pour les acronymes, ce matin. Et puis par ailleurs, parce que je sais à quel point depuis 18 mois Benjamin travaille, et à chaque fois que je discute avec lui d'un sujet sur Paris, que ce soit sur l'enfance d'ailleurs, où il y a beaucoup de problématiques. Donc vous dites à Cédric Villani qu'il n'a pas été désigné, qu'il doit se retirer? Mais je dis à Cédric Villani qu'il est encore temps de nous rejoindre, qu'on a un très bon candidat qui a bossé le sujet, qui connaît le terrain, qui arpente tous les jours, et qui ferait tous les deux une très très bonne équipe. Moi, j'ai en tout cas aucun doute sur le fait que Benjamin est le candidat qu'il nous faut et qu'il a une vraie vision pour Paris. Au-delà de Paris, on a du mal à lire la stratégie de la République en marche. Un coup, on adoube un maire déjà en place dans notre parti, un coup, on y va en autonome, un coup, le national dit quelque chose, le local dit autre chose. Quelle est votre stratégie globale? Vous voulez gagner des villes ou vous voulez juste avoir des élus? Rappelons-nous deux choses. D'une part, que nous sommes un jeune mouvement, nous avons 3 ans, et que nous avons très peu d'historique sur cette élection municipale, et pour cause. Nous n'avons pas d'élus, ou que très peu de gens qui nous ont rejoints, mais je crois que c'est à peu près 2000. Et la seconde chose, c'est que, au-delà de la lecture que vous ferez, on vous connaît, le soir, on aura un peu de mal, le soir, mais si, vous allez regarder les grandes villes et vous allez juger aux prises de Paris. Moi, franchement, pour moi, je vous le dis en toute sincérité, ce passage-là des élections municipales ne peut qu'être un progrès pour la République en marche. Rendez-vous compte, non mais il y a 3 ans, nous n'existions pas. Au soir de l'élection municipale, nous aurons des élus, des milliers d'élus aux 4 coins du territoire. C'est une étape importante. C'est une étape importante. C'est une étape importante. L'objectif, c'est de nous enraciner dans les territoires. L'objectif, c'est d'être au plus près des préoccupations des Français pour pouvoir répondre dans leur quotidien. Ouais, c'est ça l'objectif. Merci beaucoup. Merci Adrien Tinquet d'être venu ce matin et de nous avoir présenté les grandes mesures de cette stratégie nationale de protection de l'enfance. Vous irez donc dans le Nord cet après-midi pour en parler. Merci beaucoup. Demain, à votre place, ce sera Damien Abad, vice-président des Républicains. Merci Pascal. Merci. On va maintenant passer au Club des Territoires. Public Sénat.
avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation à Rouen où l'inquiétude est toujours vive et les questions toujours là. Près de 3 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, nous serons en direct de Rouen avec nos partenaires de Paris-Normandie et Thierry Rabillet. Et puis nous parlerons du nouveau président des Républicains, Christian Jacob, élu hier soir. Quelle stratégie pour un parti qui veut se refonder par les territoires? On posera cette question. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et cette semaine, à l'occasion du congrès des départements, nous poserons toute la semaine, nous ferons des reportages sur les problématiques qui concernent les départements, des sujets qui, vous allez le voir, vous concernent, vous, dans votre quotidien. Regardez, le programme, c'est avec Fabien Ecker. Cette semaine, direction la Saône-et-Loire, Oriane, pour une série de 3 reportages. Premier sujet sensible, la prise en charge des migrants mineurs. Au titre de la protection de l'enfance, les départements doivent s'en occuper. Leur nombre a fortement augmenté depuis 3 ans. Alors comment le département de Saône-et-Loire fait-il face? Ce sera l'objet d'un premier reportage. Autre sujet très concernant, le passage à 80 km/h. Il avait suscité la grogne des automobilistes, mais aussi du président du département. 4 mois après son application, nous serons sur la départementale 906 entre Mâcon et Châlons pour voir comment la mesure est vécue sur le terrain. Nous nous intéresserons enfin aux déserts médicaux, un mal qui touche de plus en plus de zones rurales. Le département de Saône-et-Loire a pris l'initiative en salariant lui-même des médecins. Nous irons voir comment ça fonctionne. Et bien voilà, et tout ça, c'est à suivre tous les jours à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Vous allez le voir, 3 reportages. On va commencer ce débat du club, bonjour messieurs, dames, avec les Républicains. Les Républicains qui se sont choisis hier un nouveau patron, c'est Christian Jacob, élu largement avec plus de 62% des voix dès le premier tour. Mais pour lui, le plus dur commence. Récit de cette soirée d'élection avec Marie Brémaud et Jordan Klein. Bravo. Salut. Félicitations. Le voilà, le grand vainqueur annoncé de cette soirée électorale. Christian Jacob est élu dès le premier tour avec 62% des voix. Son arrivée anime quelque peu le siège des Républicains. Je veux consacrer les 2 ans et demi qui nous séparent de l'élection présidentielle pour redonner une partie de ce que j'ai reçu à ma famille politique et en tout cas le faire avec toute la conviction et l'engagement qui est le mien. Ce fidèle chiracien entré en politique il y a plus de 35 ans prend donc la tête des LR et ce soir il semble y avoir une satisfaction, la participation. Personne n'imaginait que nous arriverions à 62 000 militants participant à cette élection avec 47%. Ça montre que nous avons une base militante forte et motivée. On remarque ce soir 2 grands absents. Les 2 autres candidats malheureux, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, n'ont pas fait le déplacement. Dans toutes les bouches des quelques cadres présents, l'objectif, le rassemblement. Rassembler d'abord ceux qui sont encore là et puis essayer de faire revenir les autres. Donc maintenant il faut faire essayer. En tout cas, il faut arrêter l'hémorragie. Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'adhérents, le nombre d'élus qui sont partis, c'est insupportable si on veut rester une grande famille politique qui joue dans la cour des grands. Un appel du pied à Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, ou dernièrement Jean-Pierre Raffarin qui a pris ses distances. Mais qu'est-ce qui rassemble la droite française? Pour Guillaume Pelletier, il faut parler avant tout du projet. C'est qu'est-ce que nous avons à dire aux Français? Comment la droite va à nouveau penser par elle-même et proposer à nos compatriotes un chemin nouveau et alternatif à Emmanuel Macron et à Madame Le Pen. Allez. Tâche ardue qui attend Christian Jacob à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Les appétits s'aiguisent déjà. Il va lui falloir rassembler certes, mais aussi faire taire les égos et les ambitions, au moins pour quelque temps. Voilà pour ce sujet sur les Républicains. Ça sera le premier débat de ce club. Arnaud Benedetti, est-ce que finalement, pour Christian Jacob et pour les Républicains,
C'est le plus dur qui commence? Certainement, mais enfin, en tout cas, c'était le plus petit dénominateur commun. Il avait, disons, une figure de rassembleur face à deux offres politiques concurrentes qui incarnaient des lignes politiques peut-être plus identifiables, mais plus clivantes. Guillaume Larrivé était plutôt une ligne politique sarkozyste, un tantinet identitaire. Aubert, une ligne souverainiste. Et finalement, les militants ont choisi une synthèse un peu chiracienne à travers Christian Jacob, qui a un avantage, c'est qu'en plus, c'est un homme des territoires. Il a été maire de Provins. C'est quelqu'un qui a labouré largement son territoire, et à la veille des municipales, c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui incarne cette France des territoires, notamment après la crise des Gilets jaunes. Et qui va pouvoir incarner cette refondation par les territoires, Stéphane Beignet, puisque c'est ça ce que disent les Républicains. On veut se refonder par les territoires. Oui, et l'élection municipale est une élection qui est vraiment très importante. On le sent en région. Les cartes ont beaucoup été bousculées ces derniers mois, ces dernières années, depuis l'arrivée aussi de La République En Marche. Et on essaie de retrouver quelques fondations, des appuis pour les municipales. Pour l'instant, les Républicains tentent de passer un accord avec le MoDem. Les choses bougent aujourd'hui et on sent que les prochaines semaines seront assez décisives pour cette grande bataille des municipales. C'est ça la force des Républicains. Aujourd'hui, les Républicains, ils revendiquent 900 conseillers départementaux, près de 500 conseillers régionaux, un tiers des villes de plus de 9000 habitants. Leur force, c'est cet ancrage local? Leur force, il est à la fois l'ancrage local, en effet, comme vous l'avez rappelé, mais c'est aussi, il ne faut jamais l'oublier, le premier groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est le Sénat également, ce qui constitue un lien avec les territoires. Donc c'est une formation politique qui, malgré ses défaites récentes, garde une base, en tout cas d'élus, qui est très importante. Et les élections municipales, de ce point de vue-là, seront intéressantes, parce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre d'élus qui sont affiliés aux Républicains vont certainement pas faire campagne en agitant le drapeau républicain, mais au soir du second tour des élections municipales, on peut imaginer que s'il y a un certain nombre et un nombre important de républicains qui sont élus, le parti revendiquera indéniablement ses victoires. Donc il bénéficie, disons, comme vieille force politique, si je puis dire, d'un avantage comparatif par rapport aux deux offres politiques récentes qui aujourd'hui dominent le marché national, que sont à la fois le Rassemblement national et de l'autre côté La République En Marche, d'un ancrage territorial qui peut, disons, leur être profitable à l'occasion des élections municipales. Et Mathilde Sirot, cette force des Républicains qui est cet ancrage territorial, eh bien c'est la faiblesse de la République En Marche. Est-ce que cet ancrage territorial des Républicains, il inquiète à La République En Marche? On voit bien la stratégie, c'est vrai, on en a parlé, pour La République En Marche qui pour l'instant a très peu d'élus sortants, en tout cas quelques conseillers municipaux ici ou là, c'est de plutôt soutenir des maires sortants. On pense par exemple à Toulouse avec Jean-Luc Moudenc, qui n'a pas encore eu officiellement l'investiture, mais qui va être soutenu par La République En Marche a priori. Pareil à Nice, Christian Estrosi. Donc au soir du premier tour, du second tour, ça sera très difficile de savoir concrètement si l'élection a plus profité à La République En Marche qu'aux Républicains. Mais c'est vrai que la tentation sera de dire on a résisté, il y a eu cette vague bleue en 2014, donc pour eux, ils ont un avantage comparatif certain sur La République En Marche. Et cette bataille pour conquérir les territoires, elle va se jouer aussi au Parlement entre La République En Marche et les Républicains, car le gouvernement et l'REM ont clairement fixé leur calendrier en fonction des territoires, avec ce projet de loi en ce moment pour les élus locaux. Il va y avoir aussi la réforme de la fiscalité locale pour effacer tous les problèmes autour de la taxe d'habitation, et puis également le texte sur la décentralisation. Donc en tout cas au Sénat, la grande majorité, les Républicains, va devoir se démarquer, être plus original dans les propositions pour garder ces territoires. Rapidement, Mathilde. Oui, cette élection de Christian Jacob, ça peut être une opération un peu dangereuse pour Emmanuel Macron s'il arrive en fait à faire revenir des personnalités comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, à revenir à un parti traditionnel de la droite modérée, de rassemblement. Mais pour l'instant, parce qu'on a vu qu'avec Laurent Wauquiez, qui était sur une ligne plus rétrécie, une ligne politique plus de droite radicale, ça donnait 8% aux européennes. Donc reste à savoir si Christian Jacob arrivera à relever le défi, à remonter la pente pour son parti. Très mal en point. On suivra tout ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans ce club des territoires. On va maintenant se rendre à Rouen, retrouver nos partenaires de Paris-Normandie. Bonjour Thierry Rabillet, vous êtes le rédacteur en chef de Paris-Normandie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous faites un point régulièrement, bien sûr, sur ce qu'il se passe à Rouen. Vendredi, 3 ministres sont venus mettre en place un comité pour la transparence. Est-ce que ça a rassuré les habitants et qu'est-ce qu'ils attendent maintenant ?
Mais il y a déjà eu un premier couac vendredi avec le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume qui a annoncé la levée des restrictions concernant la commercialisation du lait. Et le soir, vers 22h, des agriculteurs manifestaient devant la préfecture de Seine-Maritime et déversaient du lait. La même manifestation a eu lieu le lendemain à Amiens avec des producteurs de lait Picard qui attendent eux aussi en fait un nouvel arrêté, puisque l'arrêté du 28 septembre est toujours d'actualité. Donc Didier Guillaume s'est un petit peu précipité, puisque dans la soirée, il n'a pas fait publier par son ministère ou par l'ANSES un nouvel arrêté permettant la commercialisation du lait. Donc les agriculteurs sont furieux, ne comprennent pas ce couac encore dans la communication du gouvernement concernant la levée des restrictions. C'est quand même assez hasardeux d'annoncer le vendredi à Rouen dans un comité de la transparence et du dialogue la levée des restrictions et ensuite ne pas faire suivre des faits par un arrêté. Donc vous voyez, la semaine commence assez mal et on attend surtout aujourd'hui ou demain la levée de ces fameuses restrictions sur les produits agricoles. Donc on entend colère chez les agriculteurs, colère aussi toujours dans le reste de la population. Il y a eu une manifestation samedi, comment s'est-elle passée ? Mais une manifestation qui a rassemblé près de 1500 personnes et surtout il y avait eu dans la matinée, pratiquement pendant 3 heures, un débat autour du Brisol à la Halle aux Toiles, une salle qui a rassemblé 500 personnes autour de Corinne Lepage et d'experts en chimie qui ont exposé devant les habitants les plus inquiets les procédures à suivre, qu'est-ce qu'il fallait craindre des fumées qui se sont répandues dans l'atmosphère, notamment les fameuses dioxines. Donc vous voyez 500 personnes un samedi alors que c'était la grande fête de la gastronomie normande à Rouen, la fameuse fête du ventre qui fêtait son 20e anniversaire. Il y a quand même 500 personnes, 500 citoyens qui veulent être éclairés, qui ont répondu à l'appel de Corinne Lepage. Donc les odeurs persistent autour du site. Dans la ville, on ressent régulièrement des odeurs d'hydrocarbures ou d'huile. Donc la population n'est pas totalement rassurée. Il y a toujours un brouillard autour de cette affaire Lubrizol. Et la population est loin d'être rassurée, malgré les propos d'Agnès Buzyn hier chez vos confrères d'Europe 1, qui a dit que les Rouennais pouvaient reprendre une vie normale. C'est vrai en partie, mais c'est pas totalement vrai, c'est pas à 100%. Ça ne vous rassure pas. Il y a aussi une polémique, je crois, sur la question de la prise en charge des victimes à Rouen. Est-ce que c'est vrai que le préfet s'oppose à la création d'une cellule de prise en charge des victimes ? La complexité du dossier, c'est que par rapport à Ezelet, où il y a eu des grosses destructions immobilières, l'état de catastrophe industrielle avait pu être décrété. À Rouen, il y a eu des problématiques olfactives, mais il n'y a pas eu de destruction massive d'habitations à travers des vitres cassées ou des murs fissurés. Donc le décret n'a pas été publié. Donc actuellement, on est sur une problématique pratiquement individuelle, même si Corinne Lepage a demandé aux Rouennais de jouer collectif, de se rassembler autour d'un collectif, autour d'une association pour porter une plainte commune. Donc, de dire que le préfet interdit aux gens de porter plainte, ce serait faux, ce serait une fake news. En revanche, effectivement, les citoyens, vous savez, la vie reprend et ça c'est compliqué. Chaque citoyen n'a pas forcément accès à un conseil, à un huissier, à un avocat. Il faut engager des frais individuels. Donc c'est plutôt la complexité en fait de se constituer partie civile qui pose problème aujourd'hui pour une partie de la population qui estime avoir été lésée par cette affaire Lubrizol. Merci beaucoup, merci Thierry Rabier. On va regarder ensemble la une de Paris-Normandie. Aujourd'hui, la une qui est consacrée à un autre sujet, les horaires SNCF. On l'a vu. Merci Thierry Rabier. Puis vous reviendrez bien sûr régulièrement dans cette émission pour nous faire un point sur cette situation à Rouen. Arnaud Benedetti, on le voit, toujours des couacs dans le gouvernement et la population qui n'est toujours pas rassurée. Ouais, si vous voulez, cette affaire est très mal partie dès le départ en termes de communication. À partir du moment où il y a eu une mobilisation vraisemblablement insuffisante au plus haut niveau de l'État, l'inquiétude et, si vous voulez, le manque de considération aussi a certainement quelque part frappé l'opinion publique. Et ensuite, vous avez eu des communications successives, des communications contradictoires, à la fois rassurantes et anxiogènes, qui ont créé un émoi évident. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a un gouvernement, mais aussi l'entrepreneur, l'industriel, qui court après les événements. Et quand vous courez après les événements, manifestement, vous êtes dans une situation où vous vous êtes fragilisé. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est d'essayer de reprendre un peu la maîtrise de cette situation. Et on voit que, encore une fois, avec les déclarations contredites de M. Guillaume, on a une communication qui suscite une anxiété évidente dans la population, voire une colère même chez les agriculteurs, comme le rédacteur en chef de Paris-Normandie nous l'a signalé. Rapidement,
justement, Stéphane Beignet, vous vouliez nous parler des sites Céveso, je crois. Oui, en tout cas, à Rennes, on a suivi évidemment avec attention ce drame de Rouen pour deux choses. On a un très grand rassemblement à Verne-sur-Sèche, au sud de Rennes. C'est un grand site pétrolier qui nous amène directement le carburant depuis Saint-Nazaire. Donc, site Céveso, très protégé. Et puis on n'oublie pas aussi que la Bretagne est la première région agricole de France et que nous sommes en Ille-et-Vilaine le premier département laitier. Donc la colère s'est aussi mise en route chez nous, en Bretagne, pour que de telles opérations et couacs ne se reproduisent plus. Eh bien, on en reparlera là aussi. On va parler de ce qui s'est passé vendredi au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Cette polémique déclenchée par un élu du Rassemblement national sur la présence d'une mère voilée qui accompagnait son enfant en sortie scolaire. L'élu du Rassemblement national a demandé son exclusion. On a reçu tout à l'heure Alain Joyandet. Il est sénateur, mais il est aussi conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il nous racontait ce qu'il s'est passé. On l'écoute. Je pense que la question de l'immigration, des signes distinctifs, c'est quelque chose dont la droite républicaine doit aussi se saisir. Elle ne doit pas laisser le monopole au Rassemblement national, parce que c'est la meilleure façon, justement, d'installer ce duo entre la gauche et le Rassemblement national, et que nous, au milieu, n'existe pas. On doit à nouveau se saisir de ce sujet pour essayer de clarifier les choses, parce que c'est beaucoup trop laissé dans les textes à l'appréciation d'un directeur d'école, d'un président de séance. Donc il faut peut-être encore préciser, sans doute, les choses. Il faut à nouveau quand même un débat pour essayer de clarifier. Ça rendra service, je pense, aux directeurs d'école. Il y a encore une ambiguïté trop forte sur cette question, Arnaud Benedetti. On l'a encore vu hier, on entend Alain Joyandet, mais on l'a vu hier, Jean-Michel Blanquer, être un peu ambigu. C'est pas souhaitable, mais en même temps, il ne faut pas l'interdire. Est-ce que tout ça naît d'une ambiguïté ? Moi surtout, je crois que ça traduit fondamentalement les extrêmes tensions de la société française. Cette scène à laquelle nous avons assisté, c'est malaise contre malaise. Malaise de l'intervention du président du groupe Rassemblement National, qui a voulu vraisemblablement créer un clash, mais qui avait oublié qu'il y avait un enfant dans la salle. Et c'est certainement cette présence de l'enfant qui trouble le plus les consciences. Et ensuite malaise quand même, parce que c'est un signe distinctif que portait cette mère, qui est un signe distinctif dont on ne peut pas ignorer quand même qu'il renvoie à un imaginaire qui est un imaginaire islamiste. Et donc on voit bien que là, il y a quelque part une tension qui traduit tout simplement aujourd'hui les conflits qui existent dans la société française. Et ce qui est quand même intéressant de noter, c'est aussi la position d'un certain nombre de responsables du Rassemblement national qui n'ont pas exprimé une très grande solidarité vis-à-vis de la prise de position de M. Odoul, notamment Nicolas B. Parce qu'on voit que le Rassemblement national est certes, en effet, je veux dire, en pointe dans la lutte contre l'islamisme et contre l'islam politique, mais considère vraisemblablement que ce qu'a fait Julien Odoul ramène le Rassemblement national à une image dont il essaye malgré tout de se séparer. Donc je crois que c'est assez intéressant de voir le rétropédalage aussi d'un certain nombre de cadres du Rassemblement national dans cette affaire, parce que ça montre que quand même, eux-mêmes, je veux dire, vraisemblablement ne sont pas très à l'aise avec ce qui s'est passé au Conseil régional. Mathilde, le gouvernement aussi, allez-y. Voilà, j'ajouterais justement que ce malaise s'étend jusqu'au gouvernement, où on voit qu'il y a vraiment un débat sur la ligne par rapport à la question qui n'est pas nouvelle, des accompagnatrices scolaires. Est-ce qu'elles peuvent ou non porter le voile ? Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a reconnu qu'il y avait un débat même au sein du gouvernement, ce qui est quand même assez rare parce qu'en Macronie, on aime assez peu les couacs et les dissensions. Et on voit que c'est vrai que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, essaye sur cette question-là d'avoir une attitude très ferme. Et peut-être que ce qui nous manque sur ce débat-là, c'est vraiment une parole d'autorité. Emmanuel Macron, il a sans cesse retardé, repoussé ce fameux débat sur la laïcité, la réforme de l'islam de France, etc. Et c'est peut-être ce qui nourrit aussi aujourd'hui des dissensions et des confusions. Vous êtes d'accord, Arnaud Benedetti ? Il faudrait une parole d'Emmanuel Macron, finalement, pour clarifier tout ça ? Je ne suis pas sûr que la parole du président de la République suffise à régler un problème qui est un problème qui se pose dans la société française finalement depuis 30 ans, depuis l'affaire de Creil. Manifestement, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a une opinion publique aujourd'hui qui est extrêmement inquiète de la montée de l'islam politique en France. Toutes les études le montrent. Il y a eu encore une étude récente de la Fondation Jean Jaurès qui d'ailleurs lie le problème de l'immigration à la question de l'islam. C'est d'ailleurs plus aujourd'hui le problème de l'islam, de l'intégration de l'islam dans l'espace public et dans l'espace républicain
républicains qui, d'une certaine manière, inquiètent l'opinion publique que la question migratoire. Donc on voit qu'il y a là une difficulté pour le président de la République à se positionner parce que tout simplement la République en marche est un mouvement qui est homogène sur les questions économiques et sociales, mais qui sur ce type de questions, qui sont des questions extrêmement clivantes, a du mal à faire fonctionner le en même temps. Allez, on va maintenant passer à la revue de la presse quotidienne régionale. C'est avec vous, Alexandre. Et Alex, on commence par Corse Matin. Et oui, c'est l'inquiétude en Corse alors qu'un cargo s'est échoué sur les rives de Bonifacio, un cargo qui contenait plus de 2600 tonnes de bobines d'acier. Alors pour l'instant, il n'y a pas de pollution des mers. Les autorités françaises et italiennes sont intervenues à temps, mais il y a un risque car ce cargo s'est échoué sur le site de la réserve naturelle de Bonifacio, un site très sensible et qui a d'ailleurs connu 2 pollutions récentes, un dégazage en mer et l'incendie d'une vedette. On enchaîne avec Midi Libre qui évoque une autre catastrophe naturelle, environnementale. Et oui, les plaies des inondations de l'an dernier, car on fête aujourd'hui un triste anniversaire, les inondations de l'Aude qui ont entraîné la mort de 15 personnes le 15 octobre 2018. Les pluies diluviennes à l'époque avaient dévasté le département et encore aujourd'hui, les habitants de l'Aude sont en train de réparer les dégâts de ces inondations. Et on parle aussi environnement à la une de l'Ardennais, les jeunes et l'environnement. Et oui, alors on connaît tous les délégués de classe. Certains d'entre vous sur ce plateau ont même peut-être été délégués. Mais le journal L'Ardennais a trouvé des délégués un peu particuliers dans le lycée Gaspard-Monge de Charleville-Mézières. Ce sont des éco-délégués. Leur mission, convaincre leurs camarades de lancer des initiatives en faveur de la planète. Donc voilà, maintenant cette année, au lieu de sécher les cours le vendredi pour marcher pour le climat, ils pourront travailler avec leurs éco-délégués. Vous avez été délégué, vous ? Oui. Ah, en CM2. Bravo Alex. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Amiens avec nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour Michael Tassard, vous êtes le rédacteur en chef du Courrier Picard. Vous êtes avec nous tous les lundis puisqu'on parle de votre opération. Votre opération, c'est Pic Avenir. Vous interrogez les habitants de la Picardie sur différents thèmes. La semaine dernière, vous les avez interrogés sur écologie et développement durable. Alors, qu'ont dit les Picards ? Eh bien, ils ont parlé énormément, puisque c'est le thème qui, de loin, a mobilisé le plus nos lecteurs depuis le début de cette opération, il y a presque un mois maintenant. Il faut dire, sans surprise, que nous sommes dans la région de France qui compte le plus d'éoliennes avec 1700 mâts. Donc, forcément, ça se voit. Et alors, on a de tout. On a du stop au massacre, on a dû arrêter d'enlaidir la région avec ces mâts. Et puis on a aussi des gens qui nous disent qu'il faut que la Picardie devienne le poumon vert de la France, en tout cas un débat passionné et passionnant, puisqu'on a même aussi le regroupement des associations écologistes de l'Oise qui nous dit très clairement au sujet d'un dossier qui est le canal Seine-Nord Europe, qui doit créer près de 10 000 emplois dans la région. Attention au désastre écologique que représentera ce futur canal Seine-Nord. Donc la question aujourd'hui, et notamment pour revenir aux éoliennes, c'est stop ou encore. En tout cas, le débat a été passionné et riche cette semaine. Et la semaine qui arrive, là, Michael, vous avez choisi d'interroger les habitants sur la culture, la vie associative et on imagine la jeunesse. Voilà la culture, la vie associative, c'est-à-dire comment on crée du lien entre les habitants de la région. Les associations, c'est d'abord et avant tout du lien social et c'est ce que nous ont dit aussi les jeunes qu'on a interrogés la semaine dernière dans le cadre de cette opération, où les jeunes, en fait, on ressent que plus le niveau d'études est élevé, plus les envies d'ailleurs sont pressantes. En revanche, les jeunes que nous avons interrogés la semaine dernière racontent tous le bien vivre dans cette région. Et ça, c'est un point qui nous est cher aussi à nous. Ils nous racontent le bien vivre et ils nous racontent aussi leur envie d'entrepreneuriat et leur fierté aussi d'appartenir à cette région que nous avions mesurée également en amont de cette opération. Mais encore une fois, attention, plus le niveau d'études s'élève, plus les Picards, les jeunes Picards pensent aller faire leur vie ailleurs. Et c'est sur ce point-là justement que nous menons cette opération. Eh bien, vous nous donnerez les résultats, bien sûr, de ce sondage sur la culture, la vie associative et la jeunesse lundi prochain. Merci beaucoup, Michael Tassard, d'avoir été avec nous ce matin. Michael Tassard du Courrier
Picard, on voit votre une. Merci, Mickaël. On va aller de la Picardie au Canada en passant par la Bretagne. Et ça, c'est grâce à vous, Stéphane Beignet, puisque les Bretons ont débarqué chez nos cousins québécois pendant 5 jours. Alors, dites-nous tout. Alors, ça avait déjà commencé en 1608, puisque le navigateur du roi François Ier, Jacques Cartier, avait découvert les rives du Saint-Laurent. Alors, il faut vous raconter une histoire qui est très importante en Bretagne. Lorsque l'on est en Bretagne, c'est une péninsule, on est attiré par deux choses. Il y a l'innovation, bien évidemment, et l'international. Et depuis 20 ans, l'Union des entreprises 35, ça avait commencé en 2000 à Cork, effectue un véritable voyage pour explorer l'économie des territoires. Alors on y va pour découvrir un pays et son marché, appréhender les mécanismes économiques et puis saisir les opportunités d'affaires. Alors après des déplacements comme à Bruxelles, à Londres, à Tel Aviv, à Dubaï, le Canada et la province du Québec étaient vraiment la destination fléchée avec, et c'est ça qui est incroyable, 181 personnes dans cette délégation, de chefs d'entreprise, mais aussi de parlementaires. Donc on y va pour chasser en meute, c'est la spécificité aussi de l'économie bretonne, emmenée par Hervé Kermarrec, son président, et on a eu l'occasion aussi, sur place, de voir deux fleurons de l'économie régionale, implantés outre-Atlantique, l'usine Bridor, qui est la tête de pont du groupe Le Duf, spécialiste quasiment mondial du pain et des viennoiseries. Nous y étions dans son usine de Bushman, juste à côté de Montréal. Là, le groupe Le Duf va même intensifier son implantation pour le marché nord-américain avec 200 millions d'euros d'investissement. Donc, volonté très forte, puisque cette entreprise est implantée depuis 35 ans au Canada, donc lancée par Louis Le Duf. Donc, success story bretonne. Et puis, une deuxième entreprise, troisième au niveau national des jeux, c'est Ubisoft. Cette entreprise a été créée dans le Morbihan par 5 frères, les frères Guillemot. C'était à Carentoire et aujourd'hui, ça n'en finit plus de se développer au niveau national. Et on a pu voir à Montréal aussi, chez Ubisoft, avec des images de Claire Griot, que cette entreprise aujourd'hui est troisième, mais veut bousculer. Et c'est le premier employeur aujourd'hui à Montréal pour les jeunes. Vous parliez de M. Kermarrec, qui est le président de l'Union des entreprises 35. On va l'écouter parce que cet échange, il s'inscrit aussi dans une actualité. L'actualité, c'est celle du CETA. C'est ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. C'est un traité qui fait polémique, notamment chez les agriculteurs. Il en a été question pendant ce voyage. On va écouter M. Kermarec, on en parle après. Finalement, quels sont les impacts de cette importation-exportation, de ces échanges commerciaux entre le Canada et la France. Mais c'est bien l'objectif, c'est l'actualité qui nous précède et qui nous permet de mieux comprendre l'application de ce CETA, cet accord de libre-échange, et quelles seront les conséquences vues du Canada en France. On avait reçu l'ambassadrice du Canada qui nous avait rassuré sur cette application. Nous avons voulu venir ici aussi sur le Québec et le Canada pour s'apercevoir ou pour voir quel pourrait être le contexte économique et juridique dans lequel s'inscriraient les relations économiques entre le Canada et la France. Stéphane Beignet. Oui, c'est justement ce qui est voulu chaque année par Bruno Cressard et Hervé Lejeune, c'est d'essayer d'avoir un point très fort. Et le CETA intéressait énormément à la fois les politiques, mais les chefs d'entreprise. Ils ont été, je pense, quelque peu rassurés. Et on peut dire que derrière tout ça, cette exploration de 5 jours au Canada a bien montré pour les Bretons que le Canada et la province du Québec était très certainement le pont avancé pour ensuite toucher le marché américain. Donc le Canada, où on parle français, c'est quand même, ça simplifie les choses pour bon nombre de chefs d'entreprise, et ensuite, peut-être aller vers ce grand marché américain. On parlait de ce CETA, Arnaud Benedetti, c'est un traité évidemment qui fait polémique, notamment chez les agriculteurs. Oui, aussi chez les défenseurs d'écologie. Il ne faut jamais oublier qu'il y a parmi les défenseurs d'écologie, et la majorité des défenseurs d'écologie contestent aujourd'hui le traité du CETA. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez, c'est que sur ces initiatives territoriales, d'abord, à l'heure où on parle de la déshérence d'un certain nombre de territoires, il y a aussi du dynamisme dans le territoire. Il y a du dynamisme économique, on le voit. Et ce qui est intéressant, c'est que les territoires nouent aujourd'hui leur propre relation internationale, d'une certaine façon. Ça en dit quelque chose sur, disons, une forme d'autonomisation des élus locaux par rapport
rapport à l'ensemble national. Alors c'est pas nouveau. Là on voit qu'avec les Bretons qui ont un dynamisme bien connu sur le plan de l'esprit d'entreprise, la façon dont ça se construit, ils s'inscrivent en plus dans une tradition historique, vous l'avez rappelé, qui est celle des relations avec le Canada et le Québec. Mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça montre finalement que tout ne vient pas de l'État et que quelque part c'est aussi au niveau des territoires que se construit parfois l'avenir économique. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est que l'ensemble des grandes composantes économiques sont toujours représentées. On pense notamment au digital, on pense à l'agri et à l'agro, très important en région Bretagne, et puis l'urbanisme, et puis tous les secteurs de l'automatisation. Donc vraiment, l'ensemble vraiment de cette classe économique se déplace pour observer, pour se développer encore à l'international. Oui, en effet, c'est un élément qui est important, qui est pas nouveau. Hein. Ça fait quand même maintenant près de 20 ans, 30 ans que les grands, j'allais dire, les grands leaders sur le plan local essayent de développer, en tout cas, une politique internationale sur le plan économique qui soit porteuse pour leur territoire. D'autres élus l'avaient fait. Un ancien sénateur, Jean-François Poncet, dans son département, le Lot-et-Garonne, avait également initié ce type d'initiative. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça se renforce et ça me paraît être un élément important. Allez, d'un breton à l'autre, on va terminer avec vous, Alex Poussard, puisque vous dénichez ces initiatives dans les territoires dont on parlait, et vous nous parlez d'initiatives écolo. Vous allez nous parler de lundi vert. Et oui, alors concrètement, dès aujourd'hui, tous les restaurants universitaires de France vont devoir proposer ce lundi un menu végétarien à la cantine. Alors ce ne sera pas obligatoire, hein. Les étudiants auront le choix avec un menu avec viande. Alors ce lundi végétarien, il a déjà été expérimenté en janvier dernier à l'université de Grenoble et cela a déjà fait évoluer les pratiques puisque en janvier, 15% des étudiants choisissaient le menu végétarien et 6 mois plus tard, en juin, il y avait déjà 35% d'étudiants qui voulaient un menu végétarien le lundi. Donc les mentalités ont déjà bien évolué. Alors ce mouvement du lundi sans viande, il n'est pas nouveau, hein, il est même international. Il est déjà diffusé dans plus de 40 pays. Il a fait son chemin en France avec notamment une tribune de plus de 500 personnalités en faveur de ce lundi sans viande. Avec dans cette tribune notamment Yann Arthus-Bertrand, Isabelle Adjani, Juliette Binoche. Donc une pratique qui fait son chemin en France, mais pas vraiment au ministère de l'Agriculture, car le ministre Didier Guillaume est plutôt pro-viande. Regardez cet extrait de notre émission Manger c'est voter il y a 3 ans, quand Didier Guillaume était sénateur. Regardez ce qu'il pense des végétariens. Et si les Françaises et les Français, plutôt que d'être à moitié anorexiques, mangeaient du bon cochon, des bonnes ravioles, mangeaient des bons produits, ben ça irait mieux aussi. Hein. Santé les amis, et merci d'être là. Et on va continuer... Comment ils sourient là, comment ils ont les yeux qui brillent les deux là-bas. Je plains les végétariens qui se privent de ça. J'en ai marre des végétariens. Oui. Je le vois au Sénat. Au Sénat, il y a toujours, dans toutes les lois, des amendements qui sont passés pour faut pas tuer d'animaux, faut pas trop manger de viande, etc. Et puis c'est les mêmes après qui viennent pleurer avec les larmes de crocodile de voir que les éleveurs bovins ou les éleveurs de porc ne gagnent pas leur vie. Ben oui, ben si on mange pas de viande, les éleveurs vont crever. Faut être cohérent. Voilà, faut être cohérent. Donc je respecte les choix alimentaires des Françaises et des Français, mais putain, il faut manger de ces produits-là. Et voilà, tout en nuance. Donc on peut dire que la position du ministre est assez tranchée sur ces repas sans viande. Voilà, une parole cash, hein, Didier Guillaume. La force des archives. C'est ça, parole cash de Didier Guillaume. Oui, enfin en même temps, c'est un élu des territoires, donc il défend les produits du terroir, ça me paraît tout à fait normal. Mais ce qui est intéressant avec ce type de phénomène, c'est la relation au statut de l'animal, qui est en train de considérablement évoluer, notamment parmi les jeunes. C'est-à-dire que l'animal est un être doté de sensibilité, et on voit que c'est une question qui se pose, même sur des questions encore plus sérieuses, que sont par exemple les expérimentations animales. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'interrogations qui se posent par rapport à ce type de phénomène. En 20 secondes, Stéphane Meunier. Oui, allez, 15 secondes. Le président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chéné-Girard, a lancé depuis l'année dernière en région le bien manger, en faisant une sensibilisation, peut-être manger moins de viande, mais manger mieux. Donc ça, c'est un petit peu dans l'air du temps en région. Voilà, merci messieurs. Merci Arnaud Benedetti. On va voir la une de votre livre qui sort demain. C'est un livre écrit avec Catherine Bréchignac. Le progrès est-il dangereux? Dialogue contre les idées reçues. Peut-être en 30 secondes, un mot sur ce livre, Arnaud Benedetti. Bon, rapidement, ce sont 7 thèmes, le transhumanisme, les fake news, les écrans et bien d'autres qui sont abordés entre Catherine Bréchignac et moi. Catherine Bréchignac est une grande physicienne, une grande scientifique, ancienne directrice générale du CNRS, et je l'ai challengée d'une manière un peu sceptique, je veux dire, sur un certain
certain nombre de conséquences liées au progrès technologique. Et c'est donc à lire dans ce livre qui sort demain. La une du Figaro, Mathilde Siro, l'offensif turc sème le chaos dans le nord de la Syrie. Puis il y a également un article sur le classement des plus fortes hausses de taxes foncières sur 10 ans. La taxe qu'on apprend dans le Figaro a flambé en moyenne de près de 35% depuis 2008. C'est donc à lire aujourd'hui dans votre journal, Mathilde. Merci Stéphane Beignet, TVRN, notre partenaire, d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci Alex Poussard, le club breton de ce lundi. La Ligue reconstituée. Merci à tous de nous avoir suivis à 16h30. Rebecca Fitoussi dans On va plus loin, un débat sur l'avenir de la droite. Nous on se retrouve demain pour parler également de la droite, puisque notre invité politique ce sera Damien Abad, le vice-président des Républicains. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le